Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de liberté d'expression, mensonge dans la presse, information du mensonge et mensonge de l'information. Ce sera le sujet du jour, c'est quelque chose que je vais développer un peu ad lib, et ça va être mis en perspective avec le massacre de Tiananmen. On aura bien sûr l'analyse habituelle sur BTC, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale et analyse de sentiments, c'est-à-dire tout simplement, bien sûr, la liquidité. On passe sur l'intro. Alors, sur la structure 4 heures par rapport à la vidéo d'hier, j'ai envie de dire pas de changement massif. On est à peu près dans les mêmes zones. Triangle de compression pour le moment. Vous le voyez, ce petit triangle là qui est à la fin de la structure. Ici, bien sûr, voilà, si on en sort par le haut, c'est plutôt une bonne chose et on va casser cette distribution. Si on en sort par le bas, personnellement, je vise sous la structure, c'est-à-dire ce point-là. Si on passe sous la structure et qu'on rebondit proprement, à ce moment-là, c'est extrêmement boule pour moi pour la suite. Mais aucune certitude que tout cela va se faire puisqu'on a eu des jolies défenses dans ces zones-là pour le moment et que le prix semble se tenir sur le momentum initial qui, je vous le rappelle, est à peu près dans ces zones-là. Voilà pour le 4 heures, pas vraiment d'évolution par rapport à hier, donc on va passer sur le 1 heure. On voit que le support a tenu, on l'a revisité une nouvelle fois et c'était ce matin. Dans ces zones-là, pareil, on a cette petite distribution à casser qui représente également la compression dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on est à l'attaque. Donc c'est un petit peu un moment Disney, un moment Nutella, savoir si ça passe et ça réussit à casser en triangle ou alors si ça doit nous construire tout simplement un flag, ok ? Si ce flag se fait de manière plus abrupte, encore une fois, c'est ce 5 minutes qu'on va viser. Pour le moment, retour au momentum initial possible, sauf si on casse la distribution vers le haut, auquel cas cette compression sera tenue et on n'ira pas chercher finalement les longues qui sont là-dedans. Ce qui est notre scénario privilégié pour le moment dans la vidéo d'hier à ce stade, mais vous allez voir qu'il y a eu quelques évolutions sur la liquidité, notamment le carnet d'ordre au spot qui a évolué. On ira voir ça en fin de vidéo, ainsi que les petites time frames. Ether contre Bitcoin, eh bien, je suis un petit peu zoomé là, mais on va se reprendre comme ça, voilà. Ether contre Bitcoin, eh bien, pour le moment, c'est toujours un peu la même idée. Pardon. Sauf à dire qu'on a perdu ce 4 heures-là. Ce 4 heures-là, là, ici, vous le voyez, on a eu un hard closing. Je mets en pause une seconde, excusez-moi. Donc oui, on a perdu ce 4 heures, et ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Dans la time frame dans laquelle on s'était fixé une sorte de limite, en fait, sur cette structure sur Ethereum, eh bien, le 4 heures a été perdu. Donc, pour le moment, ce qu'on voit là-dedans, c'est éventuellement une correction supplémentaire, une A, une B, une C, d'accord ? La question étant, et ça on l'a déjà posé hier également sur Ether, est-ce qu'on serait pas en train de construire une flat, c'est-à-dire quelque chose qui reviendra visiter les 0,53. En tout cas, la perte de ce 4 heures n'est pas une bonne nouvelle, et vous voyez qu'on commence à s'installer en dessous, c'est pas juste une prise de liquidité, il n'y a pas vraiment de défense ici dans cette zone-là. Personnellement, j'aime bien ces deux mèches là ici, notamment celle-ci qui est très jolie, mèche de rachat, et puis là ici une deuxième sur la même zone. Donc d'une certaine manière, je pense qu'il est possible qu'on vienne éventuellement une nouvelle fois remplir des contrats dans cette zone. À voir si c'est ce qui se met en place. En tout cas, la perte de ce 4 heures nous indique peut-être potentiellement une sous-performance d'Ether contre Bitcoin. Alors soit on le descend ici, mais ça n'a pas vraiment de sens à mon avis. Soit on le passe en daily, ce qui aurait peut-être plus de sens. Maintenant, en tout cas, il est perdu en 4 heures, donc de toute façon, c'est potentiellement plutôt quelque chose qui devrait continuer un petit peu vers le bas. C'est-à-dire que vous le comprenez aussi également, là on commence à amorcer une structure baissière. A contrario, on peut remarquer que on s'approche d'un instant où on va avoir en même temps la conjonction de ce niveau avec la conjonction du momentum initial. Alors là, en l'occurrence, je me suis mal mis. On va se mettre comme ceci. Et pas du tout, en fait. Oui, non, excusez-moi, j'étais en régular. Autant pour moi. Petite erreur de ma part. Là, je voyais cette droite-là. Donc, du coup, je me disais que c'était une droite de momentum initial. Mais en fait, pas du tout. Donc, tac. Non, ça c'est perdu également. Hop. Et
Ce qu'on peut dire sur Ethereum, d'une certaine manière, c'est que on veut que ça casse, et que ça casse rapide. Alors ça peut éventuellement ressourcer ici, mais parce que en fait, Ethereum est à l'approche d'une distribution assez vieille. Puis 2022, je crois, ça fait 2 ans, où vous voyez à chaque fois on rejette. Alors je peux remonter dans le passé et vous montrer d'autres endroits où cette distribution rejette. Donc on veut quand même ici éventuellement se dire qu'effectivement Ether est sur des beaux endroits pour une cassure. Et je disais 2022, oui c'était septembre 2022. Donc ça serait bien que Ether tienne à peu près ces zones-là, je dirais à minima la ligne jaune que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire eh bien tout simplement les 0,54. Cette zone-là, l'attaque de ce pic-là, l'endroit où finalement il a marqué sa première correction, c'est-à-dire une flat et je continue, d'accord? Si je commence à venir attaquer cette jambe-là, bah, attention, c'est pas très bon, ça nous dit que potentiellement c'est un nouveau rejet sur trend et que finalement la tendance baissière qui dure depuis 1 an, eh bien va se continuer, d'accord? Donc un nouveau plus bas. Donc attention à ça, on veut vraiment qu'ils nous fassent une flat et qu'ils ne viennent pas attaquer cette jambe-là, finalement. Donc le dernier rempart, un peu vis-à-vis de tout ça, ben, c'est, je pense, cette petite correction qu'on a là-dedans. Ici, il y a une belle imbalance. Si cette correction arrive à tenir, ça reste à peu près logique. Et surtout, j'aimerais bien, moi, qu'on fasse une flat, puisque je suis en trade long sur Ethereum. Je suis également en trade long sur Bitcoin, mais je suis rentré un peu plus tard sur Ethereum, donc ça ne m'arrangerait pas qu'Ether vienne sous-performer, puisqu'on viendrait potentiellement chercher mon stop loss. Ether contre le dollar, même analyse globalement, le 1 heure a tenu. Donc on n'a ni perdu le 1 heure en bas, ni cassé le 1 heure du haut, d'accord? Dans la consolidation actuelle, on va dire intraday. Alors là je suis en 4 heures, donc on va quand même vérifier que c'est pas le cas. Oui, non, c'est propre. Et en l'occurrence, dans la consolidation du moment, ce qui gêne juste un tout petit peu, c'est qu'on a perdu par contre le momentum du moment. En revanche, et ça s'est fait pour le coup ce matin aussi, hein, non, hier soir, 19h, 3 juin, oui c'est ça. On est pour le coup là, et c'est pour ça que ça me faisait penser à ça, pour le coup proche du momentum initial. Donc conjonction éventuelle d'un niveau horizontal plus une trend, moi c'est des setups que j'aime bien pour une continuation, mais j'ai cette descente, j'ai ceci qui ressemble plus à une correction haussière. Soit je rebondis sur le momentum initial, c'est-à-dire que finalement je tiens quelque chose qui se trouve par là, hein, du coup il faut faire fi de cette mèche malheureusement, je trouve que c'est pas très propre, mais pourquoi pas. Et là j'offre une continuation au-delà des 4000, soit tout simplement ce range, ou en tout cas même si on le voit comme un flag, d'accord, cette correction en hausse, là ici, tac, 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 comme ceci, est une B, j'ai une A, j'ai une B, et j'aurai une C pour une flat également, d'accord? Donc la question sur Ethereum, c'est est-ce que, pas je me positionne, mais est-ce que je considère qu'on reviendra chercher 3005 à minima, hein, encore une fois, c'est-à-dire nous donner une ABC, ou alors est-ce que je considère que effectivement la trend et le niveau vont tenir? Tout ça fait partie de statistiques, et je dirais que jouer le long à ce stade comme jouer le short, ça tend plutôt du 50-50. En tout cas, si vous shortez, il y aura certainement une bonne partie de vos profits même à prendre dans cette zone-là, puisque la tendance de fond sur Ethereum reste haussière. Je parle tendance de fond, donc du coup, attendez. Tendance de fond en weekly, là je vous montre pas les derniers lots, mais on a cette consolidation ici qui a tenu sur les 2007. Tendance de fond en weekly, mais aussi cassure de cette consolidation avec une jolie accélération à la cassure. Si jamais ça dégueule, il y a des mauvaises nouvelles sur Ethereum, des choses qui aident le prix à dégueuler sous finalement la trend, vous l'aurez compris ici. Bah d'abord, dans un premier temps, on peut se dire que, ça j'en ai parlé hier également, mais tout ça va se faire en 5 vagues, pour éventuellement rejoindre ça ou nous donner une étendue. Les étendues sont assez rares par rapport à des flats normales. Une flat normale nous donnerait 3005 à peu près, avec un joli note de volume profile ici, ça veut dire qu'il y a eu du business dans cette zone. En tout cas, quand on regarde toute cette descente, c'est un endroit où il y a eu du business. Et en revanche, si on va sur une étendue, eh ben c'est la zone des 168 à 200% ici. D'accord ?
Flat étendu, qu'est-ce que c'est? C'est je descends, ici, première vague. Ensuite, je remonte. En général, je descends en 3, je remonte en 3. Là, ça peut se décompter comme ça. Et puis derrière, en fait, finalement, je donne 5 vagues pour une descente. 5 vagues pour aller là ou 5 vagues pour aller là. C'est un petit peu la question du moment. En tout cas, on n'a pas perdu le 1 heure, pardon. Et ça peut rebondir sur les zones actuelles. Parce qu'on est sur trend et parce qu'on est sur niveau. C'est les seules on va dire, choses qui pourraient éventuellement nous dire que ça peut rebondir. Sinon, ça reste assez correctif, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette montée-là est larvée et on peut la considérer éventuellement comme une correction haussière qui a perdu son momentum. Donc attention ici, dès qu'on perd ce 1 heure, direction préférentielle, un petit short pour cette zone-là et éventuellement un runner pour revenir au retest finalement, hein, de la consolidation, enfin de la trend précédente. En tout cas, pourquoi pas. 10 minutes sur l'analyse technique. On va pas faire la Bitcoin dominance aujourd'hui, on l'a fait hier, ça suffit. Et puis, on va passer directement sur la news. Alors, en l'occurrence, la news, n'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter, si jamais le contenu vous intéresse, et des news aujourd'hui, j'en ai reposté pas mal. On va passer sur certaines. On va annoncer les plus importantes. D'abord, 100 millions, c'est un très bon chiffre d'inflow sur les ETF Bitcoin hier. On voit que iBit fait 0 et Fidelity fait énormément. Globalement, sur la totalité des ETF, je crois que pour iBit, c'est 428 milliards, et dorénavant, on doit être autour des 10 milliards sur iBit, sur BlackRock en entrée. Donc comprenez bien que l'ETF Bitcoin, si on prend sa proportion par rapport aux ETF, correspond à des très belles entrées du côté de BlackRock. Binance qui va restreindre l'accès aux stablecoins non régulés. Non régulés, ça veut dire tout simplement l'USDT. Vous savez qu'en Europe, il est passé une loi dans la réglementation MiCA qui dit que dorénavant, vous devrez trader en stablecoin euro. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas énormément, mais vous en avez quand même qui existent. Binance est régulé AMF, donc du coup, ils vont devoir se conformer à cette idée-là. Je crois que c'est pour le 30 juin, donc dans 26 jours. Que les instances régulées AMF devront se conforter à l'interdiction finalement de l'USDT. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ça fait partie de la répression financière, à savoir, normalement, théoriquement, je dois pouvoir faire du forex, je dois pouvoir décider de faire du trade en dollars comme décider de faire du trade en euros. En ce moment, on est dans une répression financière, j'en ai beaucoup parlé, qui va de toute façon vous emmener vers le fait d'acheter de la dette de votre propre pays. Et détenir de l'EUROC, ou je me rappelle plus comment ça s'appelle l'USDT, mais la même chose pour le même stablecoin du côté de Tether, correspond à acheter de la dette européenne, puisque d'une certaine manière, en fait, on vous force à acheter de la dette européenne, y compris dans votre trading ou dans votre comportement de holding de stablecoin d'une certaine manière. Donc oui, ça fait partie d'une répression financière, oui, c'est une perte de liberté. Alors, je suis pas nécessairement, moi, énormément pour l'hégémonie du dollar, d'une certaine manière. Ce qui m'inquiète peut-être un petit peu là-dedans, encore que pour l'instant, moi, je continue à trader sur des exchanges non régulés. Vous avez le droit de le faire, hein, c'est pas du tout un problème. Mais ce qui m'inquiète un petit peu là-dedans, c'est la liquidité qui va être présente sur ces paires euros contre... on a énormément de liquidité sur les paires USDT, et j'ai un peu peur que sur les paires contre l'euro, on le voit d'ailleurs, hein, déjà sur les paires contre l'euro pur, pas en stablecoin mais en euro, il y a souvent un peu plus de vol parce qu'il y a tout simplement moins de liquidité sur les contrats. Donc, perte d'autonomie pour l'individu, gain d'autonomie pour l'Europe. Je suis pas nécessairement pour une hégémonie du dollar, on va dire, dans la globalité du monde, donc gain de souveraineté pour l'Europe, mais perte d'autonomie pour les retail. Personnellement, je suis contre, parce que c'est mon travail que de trader, et je pense que ça va emmener des problèmes. Maintenant, pour le moment, il y a des solutions, VPN, etc., toutes ces choses-là. Donc, bon, voilà, c'est un peu mitigé de mon côté. Mais perte de souveraineté retail, en tout cas. J'en profite pour vous dire également que le nouveau partenaire est Bluefin. Je fais des tests en ce moment pour savoir quel contenu je dois vraiment donner aux affiliés, quel contenu je dois vraiment donner sur les vidéos publiques. J'ai un peu de mal. Hier, j'ai fait un test en faisant une très grosse vidéo pour les affiliés avec beaucoup d'aspects techniques dedans.
et une vidéo plus courte pour le public. Et en fait, l'exercice me plaît pas, moi, personnellement. Je sais pas si ça plaît aux affiliés ou etc. Mais personnellement, ça m'ennuie de faire 2 fois la même vidéo. Donc du coup, on va trouver un peu d'autres solutions, on va tâtonner. Mais si jamais vous êtes du coup sur Blofin et que vous êtes affilié via le lien que vous avez ici, venez le dire sur le Discord, surtout si vous faites un dépôt de 100 USDT minimum. Parce que vous aurez le lien affilié, vous pourrez voir ces vidéos qui rentrent plus dans le détail, ou qui sont de l'analyse d'altcoin, ou qui sont du trade management, qui sont simplement comment on analyse une structure, etc. Pas mal de tutoriels, de choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez également, si vous ne voulez pas tout simplement vous inscrire sur Blofin, cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et du coup, en payant 10 € par mois, vous aurez accès à ces vidéos en plus. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc que ce soit affiliation ou revenus publicitaires. L'année dernière, c'était Mécénat Chirurgie Cardiaque et ce sera le cas cette année également. Un petit glitch à Wall Street qui finalement fait que Berkshire Hathaway, il y a certaines actions qui en ont pâti, mais notamment c'est rigolo que Berkshire Hathaway, donc le fonds de Warren Buffett, hein, bien sûr, en fasse partie, et glitch et perd finalement quasiment 100% de sa valeur, il est allé quasiment à 0. Alors détrompez-vous, ceux qui avaient mis des ordres plus bas, malheureusement ça aurait été le cas en blockchain, hein, mais ceux qui avaient mis des ordres plus bas là n'ont pas été servis. Ensuite le trading a été remis en action, mais bien sûr on a fait fi de ce glitch et de tout ce qui avait pu être touché en termes d'ordre dans ces niveaux-là. Ils sont en train de faire les investigations, les enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus, mais on peut se dire que ça peut potentiellement être dangereux. Hein. Comprenez qu'il y a des gens qui ont probablement paniqué et vendu là-dessus. Imaginez que ça se mette en place, mais sur la totalité des actions. Ça pourrait créer des problèmes, bien sûr, au niveau richesse mondiale, etc. Ici, on parle de la Russie et de cette fameuse ligne rouge qui bouge beaucoup, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire, on ne donnera pas des armes de longue portée, on donnera des armes de longue portée, mais finalement, on leur dira de ne pas tirer directement sur le territoire russe, et puis ensuite, on déplace encore cette ligne rouge en disant, on va envoyer finalement des instructeurs. Voilà, ça pose beaucoup de questions sur à quel endroit, pour le coup, Poutine va estimer que la ligne rouge, ça y est, elle est dépassée. Ça pose beaucoup de questions également sur la manière dont on a de nous informer, et c'est pour ça que aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de faire un sujet là-dessus, sujet dans lequel on va rentrer. Ark Invest, qui, attention, sort de la potentialité d'un Ethereum ETF spot. 2 ou 3 sorties dernièrement, je crois que c'était Vanek qui était sorti également, je sais plus si c'est Vanek ou un autre, mais je sais plus exactement, il y en a un que j'ai vu sortir il y a quelques jours également, donc finalement il se retire de cette idée de faire un Ethereum spot. C'est pas une très bonne nouvelle en soi, je pense que le stacking et l'interdiction potentiellement de stacker tout simplement les Ethereum qui sont sur les ETF, a enlevé une partie de l'intérêt pour tous ces gens-là, et que donc du coup, plutôt que de remplir un S1 sans le stacking, ils ont préféré tout simplement laisser tomber l'idée. Coinbase qui donne 25 millions de dollars au comité d'action politique Fairshake. Donc il y a 161 millions sur ce collectif. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Fairshake? C'est tout simplement les candidats qui sont pro-crypto et le fait de les soutenir pour 2024. Ça c'est un petit peu une petite blague, on va passer. Ensuite, Trump qui dit qu'il va déclassifier les documents sur le 11 septembre, Jeffrey Epstein et John Fitzgerald Kennedy, donc il se met vraiment du côté des libertariens, et ou entre guillemets des conspirationnistes, complotistes, appelez-les comme vous voulez. Ça pose également ici des questions sur la vérité, mais en tout cas déclassifier les documents pourrait devenir intéressant. Je pense notamment, bien sûr, à Kennedy, sur lequel il y a des questions qui se posent. Hein. Est-ce que la CIA, en contact avec la mafia, a pu commanditer l'assassinat de Kennedy, puisque Kennedy avait été poussé par la mafia sur le trône, entre guillemets, mais qu'ensuite il les a un petit peu laissés tomber au travers de son frère, qui s'est fait assassiner également, et qui à un moment donné a été ministre de l'Intérieur. Et qui a fait une loi anti-mafia, et il s'est fait buter juste derrière. Bon, vous regardez, en général, Oswald a été traité de communiste, etc., et puis finalement il s'est fait assassiner par Ruby, qui était un mec de la mafia.
Généralement, celui qui tue le tueur a quand même des raisons de cacher des choses. Donc peut-être que Oswald allait parler. 11 septembre, c'est un peu plus délicat, un peu trop frais peut-être pour en parler. Ça fait désormais 23 ans. Mais en tout cas, si c'est déclassifié, on aura des réponses sur certaines choses. Et Jeffrey Epstein, bah, on aura aussi des réponses, hein, puisque on sait que, voilà, c'est pareil, il s'est passé des choses de ce côté-là. On parle aujourd'hui du massacre de la place Tiananmen. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, j'aime bien m'informer d'une certaine manière qui me correspond. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut vraiment aller chercher l'information là où elle est, et ou en tout cas, ne pas nécessairement tomber dans le panneau de la désinformation, ne pas tomber dans le panneau non plus du complotisme, mais en tout cas se dire qu'il y a une forme d'intelligence à la fois américaine, mais à la fois également, bien sûr, côté russe, etc., bah, qui pousse des informations. Et pour le coup, qui sont pas toujours vrais, ou en tout cas qui sont plutôt embellis dans un sens ou dans l'autre. On parle du massacre de la place Tiananmen, cette image de cet étudiant devant un char, un homme qui arrête un char, c'est très puissant comme photo. Beaucoup d'entre nous avaient le poster, c'est la résistance, c'est celui qui veut arrêter alors qu'il pourrait littéralement se faire écraser. La somme de tous les courages, etc. Le problème, c'est que quand on rentre un petit peu dans le détail de ce massacre, bah, finalement on se rend compte que donc en 89, sur ce massacre-là, il y a pas mal de choses qui ont été également commanditées par les Américains, notamment Wikileaks, qui avait révélé des documents également déclassifiés, et notamment l'interview d'un Chilien qui avait dit que bah, finalement les étudiants qui étaient en train de se battre à ce moment-là demandaient plus un communisme plus pur, plus maoïste encore que ce qu'il y avait, que réellement de la démocratie. Derrière, les Américains ont bien travaillé en termes d'intelligence, et ils sont allés... Enfin, ils ont peut-être bien travaillé, parce qu'encore une fois, je ne sais pas où est la réelle vérité dans cette histoire-là. Mais d'une certaine manière, en tout cas, on a vu certains étudiants se voir payer et se recevoir, on va dire, des passeports également. Beaucoup sont partis après, derrière, recevoir des passeports pour éventuellement rajouter démocratie et freedom sur leur bannière, plus que un communisme entre guillemets plus pur, et faire descendre un petit peu toutes les banderoles avec Mao sur ces fameuses banderoles également là. Également, de ce côté-là, on a vu du côté des étudiants, en fait, un autre groupe intervenir, et c'était plutôt des tribus, là, pour le coup, et pas vraiment des étudiants, et en fait, procéder au fait de brûler un bus qui était plein de soldats. Et là, pour le coup, ça a été avéré que c'était pas des étudiants qui ont commencé à faire ça, mais plutôt, encore une fois, des tribus chinoises qui avaient été payées plus ou moins par les Américains également. D'un autre côté, on le voit, le massacre de la place Tiananmen, d'une certaine manière. Ici, vous avez un leader étudiant avec Nancy Pelosi, quand elle était jeune. Je rappelle que Nancy Pelosi est la meilleure tradeuse de l'histoire, avec très largement battu la plupart de tous les traders qui font les meilleurs résultats. Mais bon, et beaucoup de liens, Nancy Pelosi qui avait fait sa visite à Taïwan dernièrement, et beaucoup de liens bien évidemment avec le monde asiatique. Et ici, effectivement, elle avait reçu un passeport par ailleurs. Là, on la voit danser ensemble en Chine, etc. Visite diplomatique, et on la voit finalement plus ou moins avouer qu'elle n'aurait pas versé son propre sang, mais qu'elle était plutôt dans l'idée d'obtenir des papiers. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis, elle est mariée avec un Américain. Bon, après, ça, c'est son choix, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, attention, je dis juste ici que j'aime bien, moi, cette idée. Excusez-moi. Donc, ce que j'aime bien, moi, c'est m'attaquer un petit peu aux symboles. Et encore une fois, des symboles, vous pourrez en trouver dans la propagande communiste à l'époque comme aujourd'hui. Mais en l'occurrence, je trouve que nos livres d'histoire sont faits de choses qui ont toujours une dimension politique. Si vous regardez d'ailleurs, le premier livre imprimé, c'était quoi? C'était la Bible, et plus ou moins la première grande histoire, on va dire, qu'on étudie actuellement. Et même dans la façon dont a été compilée la Bible, il y avait déjà des dimensions politiques de l'époque. Notamment, certaines évangiles avaient été sortis de manière tout simplement à asseoir la popularité du pape de l'époque. C'est-à-dire que la compilation de la Bible même prend des dimensions politiques. Donc moi, ça m'intéresse de
regarder nos livres d'histoire, les décrypter et se dire, bah tiens, c'est marrant. On nous a beaucoup vendu le débarquement américain, etc., et toutes ces choses-là, et les commémorations du 6 juin, toutes ces choses-là également, mais d'une certaine manière, le 8, enfin le 9 mai en l'occurrence, Berlin était pris, et pour le coup, c'était un drapeau rouge qui flottait sur Berlin. Et si on met en adéquation, on va dire que les pertes des alliés anglophones sont plutôt de l'ordre de à peu près 2% de ce qu'ont perdu les Russes pour tout simplement, d'une certaine manière, aider à libérer l'Europe également. Donc je veux dire, le fait qu'on n'invite pas les Russes, par exemple, aux commémorations prochaines des 80 ans du 6 juin, pose des questions, hein, d'une certaine manière. Mais bon, c'est pas la question d'aujourd'hui. Ici, allez voir ce thread hein, si vraiment les choses vous intéressent dans ce cadre-là, mais en l'occurrence, on voit que finalement, l'ambassadeur américain s'était fait dropper à l'époque et ils avaient mis un ancien de la CIA comme ambassadeur américain, et il n'y a pas grand-chose qui s'apparente vraiment à un massacre de la prélasse Tiananmen. Le massacre a plutôt eu lieu à 10 km de là. Et d'une certaine manière, c'est là aussi qu'on comprend que les images qui sont sorties de ces histoires de massacres, etc., étaient plutôt des représailles, non pas sur des étudiants. Alors attention, il y a des étudiants qui ont été également tués lors des protestations, etc. Et il y a eu également des soldats qui sont morts sur la place Tiananmen, mais finalement très peu en nombre par rapport aux vrais événements qui ont eu lieu plutôt à une dizaine de kilomètres. Maintenant, ce qu'on peut regarder ici, alors je sais pas si on l'a... à un autre endroit, non, c'est pas le cas. Je regarde juste quelque chose, si on l'a pas ici. Non. Pour le coup, ça aurait été intéressant de l'avoir. Non, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je l'ai dans un autre. C'est qu'en fait, les chars sont en train de sortir de la place Tiananmen. La place Tiananmen, elle est ici. Hein. Et que cet étudiant qui, encore une fois, certains peuvent penser qu'il voulait une forme plus pure de communiste, était peut-être plus du côté des chars, finalement, que du côté des protestants. À vérifier. Il faudrait vérifier, bien sûr, toutes ces choses-là. Encore une fois, ce que je dis là, c'est que vous voyez qu'on s'est mis dans l'idée d'un autre spectre, d'une autre manière de voir les choses. Beaucoup de gens, j'avais fait un petit sujet là-dessus d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que mai 68 a été en partie poussé par les Américains en France. Beaucoup de gens pensent que les Gilets jaunes avaient été en partie poussés par Russia Today et toutes ces choses-là. Effectivement, c'est des événements qui ont eu un assez gros retentissement du côté tout simplement, effectivement, français, hein, du côté des Russes. J'essaye de le trouver ici. Voilà les suites de la photo, de la vidéo, pardon. Où finalement, ce char, effectivement, essaye peut-être d'empêcher tout simplement les chars de partir. Là, vous voyez, il monte sur le char, il leur parle, etc. Alors, ça peut peut-être être fait avec de l'AI, j'en sais rien. Mais je pense pas que ce soit le cas. Ici, on le voit descendre. Le char repart, il essaye de le rebloquer à nouveau, et les chars ont eu l'ordre de partir, et on voit des gens qui viennent et qui poussent cet étudiant à partir, hein, finalement. Bon, alors là, c'est un sujet en particulier, on parle du massacre de Tiananmen. Ce que j'aimais bien, moi, c'était remettre en cause un petit peu le symbole de cet homme en face d'un char, et nous, on nous a toujours vendu que c'était un étudiant qui avait essayé de les empêcher de rentrer sur la place Tiananmen. Finalement, quand on voit la photo dans sa globalité, ils sont en train d'en partir. Et puis, voilà, je trouve que c'est intéressant aussi, parfois, de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, notamment en ce moment, sur... la Chine et Taïwan, il faut comprendre que vous avez des gens à Taïwan, j'avais fait un sujet là-dessus également, mais vous avez effectivement des gens à Taïwan qui veulent la réconciliation, des Taïwanais qui votent pour des partis chinois. Il y a bien évidemment une grosse lutte d'influence dans tout ce cadre-là, mais du côté des Chinois, on appelle la réconciliation avec Taïwan la grande réconciliation, puisque Taïwan était effectivement chinois avant le départ de Chiang Kai-shek vers cette île et la création, entre guillemets, d'un nouvel État qui, je le rappelle, n'est pas reconnu par les États-Unis, donc qui n'est pas un État en soi, mais qui aujourd'hui pose des questions puisque bardé de technologies, de semi-conducteurs et de choses comme ça.
Quand, en général, on vous parle de démocratie, attention aux méchants chinois qui veulent envahir Taïwan, etc., il faut essayer quand même d'aller réfléchir un petit peu, de se mettre dans les baskets de celui dont on s'apprête à critiquer la manière de faire. Encore une fois, et c'est toujours un petit peu l'idée, et c'est quelque chose que j'ai également expliqué sur la chaîne, mais les pays asiatiques ont besoin d'un chef, ils ont besoin d'évoluer sous des formes qui sont plutôt des démocraties autoritaires, ou en tout cas c'est quelque chose que même eux plébiscitent. S'ils ont un chef qui n'est pas fort, ils ne le suivront pas. Donc avoir une démocratie sous forme de entre guillemets fausse alternance, hein, et c'est quelque chose que j'avais pas mal développé sur la chaîne aussi, c'est-à-dire que nous finalement on oscille entre gauche et droite, mais au final, bon, même vous voyez, on a là pour le coup, je crois que Macron a même pas d'étiquette, même si il se dit socialiste, on n'a pas tellement, c'est pas tellement de quel côté il est finalement. Et cette espèce d'alternance nous emmène vers un despotisme mou qui finalement fait que tous ceux qui seront élus, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, le seront sous forme d'intelligence américaine, hein, encore une fois. On a vu aussi, finalement, dans des moments où les uns et où les autres pouvaient passer, on a vu cette montée du Rassemblement National qui a probablement été poussée également par les Américains. Moi, je me rappelle d'une époque où on nous servait même également que du Zemmour sur tous les réseaux, que ce soit Twitter avant qu'il soit Musk, mais également Facebook, etc., toutes ces choses-là. Pourquoi on nous servait du Zemmour ? C'était pour aussi diviser finalement l'importance du le Front National qui prenait une certaine importance. Mais le Front National a lui été poussé également par une intelligence américaine. On est sur un truc un peu dégueulasse, où finalement vous allez essayer de voter pour votre souveraineté, et vous allez vous retrouver finalement à voter pour les mêmes. On voit l'exemple de Meloni en Italie, qui a été élue sur un programme plus ou moins de sortie de l'Europe, etc. Et puis à partir du moment où elle a été élue, finalement, elle est tout à fait rentrée dans le rang. Et ne vous inquiétez pas, ça sera totalement le cas si jamais vous élisez un Bardella ou une Marine Le Pen au pouvoir. Ça sera exactement et strictement la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que de toute façon, le vrai retour et la vraie expérience d'une souveraineté et d'une démocratie ne passe ni par la haine, ni par le racisme, ni par toutes ces choses-là. Elle passe tout simplement par une bonne information. Passer par une bonne information, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France, d'une certaine manière, doit se libérer du joug américain. Alors, je dis ça sur YouTube, hein, donc du coup, de toute façon, j'ai certainement pas le nombre d'abonnés qui va faire que YouTube s'intéresse à moi et ou me faire mon clapet, mais se libérer de ça, reprendre un petit peu une souveraineté française, ou alors donner à l'Europe finalement la masse politique et militaire qu'elle n'a jamais eue et qu'elle n'aura probablement de toute façon jamais. Donc en l'occurrence ici, moi personnellement c'est mon avis, mon idée elle est plutôt de retrouver une liberté de la presse relativement normale, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Je m'offusque d'une certaine manière que Russia Today ne soit pas disponible en France maintenant. Maintenant, ça veut pas dire que je suis non plus totalement pro-russe, etc. Par contre, ce que je veux, c'est avoir le spectre de tout ce que je veux pouvoir étudier comme information. Et en l'occurrence, Twitter, X est dangereux dans ce cadre-là, parce que ça raconte tout et n'importe quoi, mais par contre, au moins, il y a quand même une certaine forme de liberté, en fait, tout simplement, de liberté. La liberté de dire une connerie, elle existe aussi. Voilà pour ce sujet. J'espère qu'il vous aura intéressé. Bon, voilà, pour le coup, c'est un peu plus de la philosophie réellement avec un vrai fond. Je ne sais pas si... Oui, il y a certainement, de toute façon, une intelligence américaine dans le massacre de Tiananmen. Il y a certainement des choses dont on ne connaît pas la teneur et ou la distance, tout comme probablement dans la révolution ukrainienne... la révolution orange, aujourd'hui, il sort qu'effectivement, il y avait énormément d'agents de la CIA sur place à ce moment-là. C'est important de rayonner, c'est important d'avoir effectivement une influence. On l'a vu du côté français, où finalement, les services secrets, entre guillemets, et où l'influence et où toutes ces choses-là sont relativement inexistants. Et on a vu une très forte perte d'influence, que ce soit en Afrique, etc., toutes ces choses-là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est pareil, je ne sais pas. Mais en tout cas, devenir le vassal
mal de quelqu'un est quelque chose, moi, qui ne me plaît pas, en tout cas, dans l'intérêt de mes enfants. J'aurais plutôt tendance à essayer de trouver un politique qui va se battre pour mes propres intérêts et ceux de mon pays, et en l'occurrence, un petit peu comme moi, je me bats pour les intérêts de ma famille, hein, un petit peu, c'est un petit peu marche ou crève, mais en l'occurrence, ici, je trouve que il y a d'autres listes qui sont plus souverainistes, on va dire, et qui proposent peut-être des choses plus intéressantes. Wall Street Journal, la Chine, qui achète des machines-outils pour faire en tout cas, buy buyer, donc oui, c'est plutôt qui produit et qui achète effectivement, mais on sait qu'ils sont sous sanction par rapport à ça, hein, puisque ASML, qui est le principal producteur de machines-outils pour produire des chips, ne fonctionne pas dans ce sens-là. Ce qu'on voit est sous sanction. Ce qu'on voit dans ce sens-là, en tout cas, c'est que la Chine rattrape son retard. Elle a investi un énorme montant pour pouvoir fabriquer ses propres puces. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement on était là à dire bah ouais, la Chine c'est l'usine du monde, puis c'est bien, en fait finalement c'est moins cher, c'est normal, etc. Et puis aujourd'hui ça commence à poser des soucis à partir du moment où ils commencent à produire des choses qui ont une dimension un petit peu plus stratégique que des jouets pour enfants ou ce genre de choses. Maintenant, est-ce que c'est une erreur de la part de nos politiques de n'avoir pas vu ces choses-là et de ne pas s'être dit, bon bah là on est quand même sur du stratégique, etc. On va dire que le seul qui s'est attaqué de front à ce problème, c'est Trump. Il l'a fait d'une manière extrêmement belliqueuse, hein, d'une certaine manière, avec le ban de Huawei via Google, etc., toutes ces choses-là. Mais finalement, toutes ces sanctions-là ont permis aux Chinois d'avoir, pour le coup, leur propre Android, leur propre Google Android, je ne sais plus comment il s'appelle, leur propre système pour échanger, qui n'est plus le Swift, je le rappelle également, et puis également de produire effectivement leur propre machine-outil et leur propre, tout simplement, d'avoir leur propre capacité de production en termes de puces. Ce qu'on voit également aujourd'hui, hein, c'est on dit à la Chine, ouais, ils ont l'air super tes véhicules électriques, mais par contre, ils vont être frappés de droits de douane d'une 40% à l'entrée en Europe ou aux États-Unis. Tout simplement parce que le coût de production d'une Tesla n'est pas le même que celui d'une BYD ou ce genre de choses. Donc, oui, produisez, mais produisez des trucs pas trop bien quand même. On a transféré les technologies, donc à partir de là, théoriquement, la compétition et le libre marché, s'il ne marche que dans un sens, le marché n'est pas libre. Donc, on ne peut pas parler de libéralisme si jamais on rentre des droits de douane énormes une fois qu'on a fait les transferts de technologie avec un pays qui, finalement, a au moins le mérite d'avancer. Ici, on passe là-dessus. Ici, on en a parlé déjà. Ici, on passe également. Ça, on en a parlé aussi. Là... On passe aussi Bloomberg, probablement élection de Modi en Inde. On a eu des élections mexicaines, élections indiennes dernièrement. Modi pour, je crois que c'est son 3e mandat, si je me trompe pas. Je crois que les fonds indiens à la réélection ont légèrement plongé. Je pense que c'est juste parce que l'élection était finalement plus serrée et sera peut-être potentiellement plus serrée. Vous le voyez, 7 fois, elle n'est pas terminée cette élection. Excusez-moi, j'aurais dû regarder avant, mais elle n'est pas encore terminée. Mais Modi va probablement gagner. Vous avez essayé d'acheter le dip après le glitch sur Berkshire Hathaway. Voici les mauvaises news, et en l'occurrence, c'est que vos ordres ne seront pas fils. Aujourd'hui, pas grand chose sur le calendrier économique. Je rappelle, demain, on aura un rapport ADP, 14h15. Ça peut être intéressant de regarder. On aura les news hebdomadaires sur le chômage, et ça, c'est de l'hebdo, donc ça devrait pas provoquer non plus de la grosse information. Et bien sûr, le taux de chômage américain, ça sera pour vendredi. La liquidité et les liquidations. 100 millions de liquidés hier, c'est pas énorme. C'est une journée normale. On a liquidé plutôt du long sur Bitcoin et Ethereum. On est à 50 millions sur les deux, donc c'est plutôt une bonne chose. Et Notcoin qui continue son short squeeze. Carnet d'ordre, et c'est là qu'est un peu la mauvaise nouvelle. On avait un mur d'ordre ici, dont une bonne partie a disparu.
Hier, vers 18 h, j'ai sorti la vidéo avant, on disait c'est plutôt bien, il y a beaucoup d'ordres ici sur la zone qui s'étaient faxés. Il en reste encore, hein, beaucoup plus que d'ordres à la vente, mais ils ont disparu. Est-ce que ça veut dire que le prix pourra... Oui, le prix pourra plus facilement passer s'il devait venir à baisser autour des 65. Et en tout cas, voilà, ce mur d'ordre d'achat était plutôt une bonne nouvelle. Et là, en l'occurrence, on voit qu'une bonne partie s'est ravisée. J'ai dézoomé un petit peu la liquidité pour vous montrer que, attention, on est sur cette zone, les 13 milliards, où en général on a tendance à déleverager. Donc attention à ça, vous le voyez, on a déleveragé ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, et peut-être une 6e ici. Pour le moment, on a un bon momentum sur le nombre de contrats. En fait, ce qu'on veut d'une certaine manière, c'est que la crypto accepte, grâce à plus d'acteurs, plus de monde, plus de market making, plus de liquidité, etc., etc., que la crypto accepte tout simplement d'enclencher plus, un petit peu comme on avait des deleveraging avant autour des 8 milliards, et là en l'occurrence depuis les ETF, etc., et toutes ces choses-là, la crypto intéresse plus de market making, plus de monde, plus de liquidité, et donc du coup on accepte d'enclencher du levier jusqu'à pour le moment 13. Ce qu'on veut, c'est qu'on passe cette barre et qu'il y ait encore plus d'argent finalement, et 13 milliards, vous voyez que c'est pas grand chose sur la totalité des exchanges ensemble, mais attention, on est sur des zones où généralement dans le passé, en tout cas depuis mars 2024, c'est-à-dire 3 ou 4 mois, on a plutôt tendance à se ramasser. Et vous le voyez, en général, les grosses liquidations, on les prend plutôt sur les longueurs, d'accord? Les grosses clôtures de contrat, vous voyez qu'il y a quand même une corrélation entre la quantité d'open interest et le prix, d'accord? Donc attention à ça. Le support est autour des 9 milliards, deleveragé 4 milliards, c'est un peu ce qu'on avait fait à peu près sur cette zone-là. Et on était passé à ce moment-là de 71 à 60 000 $. Donc je dis juste la zone est dangereuse. Si ça passe, en revanche, c'est extrêmement boule pour la suite, parce que ça veut dire que il y a plus de gens qui s'intéressent à la crypto, il y a plus d'acteurs, il y a plus de choses, il y a plus de monde, il y a plus d'envie, il y a plus de contrats sur les exchanges, et donc du coup, il y a plus d'intérêt, hein, open interest, intérêt ouvert. Ici, depuis qu'on a fait la vidéo hier, baisse du prix, baisse du funding. J'ai pas nécessairement de divergence ici, de liquidité ou quoi que ce soit. Donc du coup, on va garder le tout tel quel. Les bulles de liquidité. Alors, on a une petite poche ici jusqu'à 68,3. On va garder ce chiffre en tête. On va même le reporter ici pour la conclure. Sur les gros leviers, en tout cas, à peu près cette zone-là est intéressante. Je vais juste mettre un trait, on s'en souviendra. Ensuite, on était sur les bulles de liquidité, plus de longueur que de shorter, également deuxième petite poche de liquidité autour des 67,6. Pas mal de short, hein, vous le voyez, on en a mangé une partie ici sur cette remontée, il manque un tout petit peu de liquidité intermédiaire, c'est un peu vide là, hein, notamment sur la session asiatique, on n'a pas enclenché beaucoup plus de monde sur ce rebond là, donc attention à ça. Pour le moment, le sentiment est moins ouf qu'hier, au sens où on est revenu larvé dans la zone, hein, sur le support, hein, en fait, dans tous les cas. On a tenu le support, certes, mais on a créé une boîte de liquidité juste en dessous du support. Donc, ça change un petit peu l'analyse d'hier, qui était quand même plutôt haussière. Sur Ether, en revanche, vous voyez que le delta est négatif, plus de shorter que de longueur sur 5 jours. Et vous voyez que la liquidité a été prise sur ce dip à 3007. On a laissé rentrer assez peu de monde et on a plutôt du short au-dessus. Donc s'il y avait une correction de Bitcoin, Ether peut-être corrigerait moins que son copain, que son papa. Toujours pareil, là on regarde la 7 jours, un peu de liquidité intermédiaire autour des 68 et bien sûr cette poche de liquidité qui se trouve pour le coup à 65, de 65 à 66. On manque un peu de ressources, mais c'est pas trop mal ici pour enclencher de la liquidité intermédiaire. En fait, finalement, on voit que dans ce range, hein, à peu près, parce que ça fait pas mal, ça fait quelques jours désormais qu'on est autour des 69, 68, on a quand même plutôt chargé du long qu'on est chargé du short, mais vous voyez, apparition de tout petit peu de liquidité intermédiaire au-dessus. Voilà. Et sur Ether, on a croqué un petit peu du point chaud vers le bas. Le vrai point chaud se trouverait plutôt à 3006.
Et pour le coup, on a une belle boîte de liquidité en haut, puisque Ether n'a pas fait son short squeeze, là où il s'est arrêté juste avant, vous le voyez ici, avant le point chaud, et ici une deuxième fois. Donc très jolie défense des shorters sur Ether, mais attention, on a un paquet de contrats ici qui pourrait éventuellement être intéressant pour short squeezer, si jamais on devait le faire. Prendre le point chaud en bas, ça serait 3660, prendre le point chaud en haut, ça serait 3925. Et les alts sont toujours dans une zone plutôt neutre. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. Alors, en termes de 15 minutes, vous voyez que celui-ci est perdu. Il était déjà perdu dans cette zone-là. Donc, c'était cette nuit. Donc, le 15 minutes qui est là, on peut l'enlever. Si on voulait, on pourrait le mettre ici. Mais ça aurait assez peu d'intérêt, en tout cas, je trouve. Donc, attention, on enfonce un 15 minutes. Ici, on vient juste potentiellement de... Alors, on est sur un endroit où le 1 heure est attaqué assez fortement. Vous le voyez ici. Là, il est 11h17. Si jamais on a une mèche là, là vous voyez qu'on est à 68,6, pendant qu'on a fait la vidéo, on a perdu un petit 1000 $. Si jamais on a une mèche là et que ça se reprend, c'est plutôt une bonne chose. Mais de ce que je vois, on perd aussi bien sûr le 5 minutes qui est là. Donc de ce que je vois, par rapport à hier en tout cas, peut-être que la target se trouve autour des 68,3. On parle d'intraday là bien sûr. L'idéal, le plus joli, le plus commerçant, entre guillemets, bah, ça serait de finalement faire ça en une mèche qui temporise, donc dans les 40 prochaines minutes, là il est 11h17, et de quand même clôturer au-delà du 1 heure qui est là. Pour le coup, j'accepte la mèche qui est là, un petit peu sur le principe de ce genre de mèche, où peut-être, là c'est une mèche qui fait quand même 500 $, voilà, peut-être plutôt ce genre-là. Où finalement on a tenu le 15 minutes qui était là, mais on vient faire un tour dessus et on vient l'entamer. Donc voilà un peu l'idée. Les ordres ont disparu à l'achat par rapport à la vidéo d'hier. C'est assez fréquent hein, que ça se passe comme ça. On est en train d'ouvrir sous le 1 heure, donc attention. Et d'une certaine manière, ouais, on pourrait même le mettre un peu au-dessus, le 1 heure. Là. On pourrait même le mettre ici, en fait. L'endroit où vraiment... On va le faire. Je sais pas pourquoi il est là. Voilà. Il faudrait clôturer l'heure actuelle, globalement dans la zone des 69. C'est-à-dire se reprendre rapidement. Ce qu'on veut là, c'est qu'on ait une nouvelle mèche de défense des acheteurs. Si jamais on s'installe en dessous, qu'on commence à passer 1 heure là-dessus, même s'il y a une réaction haussière, hein, de toute façon on aura hard closé ce niveau-là, et on va dire que la prochaine target serait plutôt de revenir dans ces zones-là, 68,3. Donc, intraday, c'est baissier, sauf si ça se reprend dans l'heure. Hein, globalement, c'est comme ça qu'on peut dire les choses. Et pour le reste, bah désolé, mais voilà, j'étais dans l'idée de potentiellement faire des vidéos publiques plus courtes. Et en fait, ça m'ennuie. Je l'ai fait hier et ça m'ennuie vraiment. Donc du coup, on va trouver d'autres choses. Mais voilà, pour avoir fait le test, personnellement, je m'y retrouve pas tellement. Donc voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc on va trouver éventuellement d'autres choses. Si on devait matérialiser un nouveau 15 minutes, il serait par ici. Vous voyez qu'il va probablement être hard closé, puisque là, dans 10 minutes, si on n'a pas tenu 68,8, c'est pas très bon pour la suite. Ensuite, le prochain 15 minutes, il est là. Rappelez-vous qu'on peut dévier en dessous. L'important est de ne pas ouvrir et fermer une bougie. Un corps de bougie en dessous ne serait pas une bonne nouvelle. 68,3 on a dit pour la poche de liquidité. Vous voyez qu'on est en train d'y aller là, donc ça va plutôt dans le sens quand même de ce qu'on disait. Comment ça se présente à partir de là? J'ai pas tellement de shorters, hein, vous le voyez en tout cas depuis high block, et je suis à l'attaque de cette boîte de liquidité ici, encore une fois jusqu'à 68,3. Quand je regarde le funding, on va se mettre en 5 même. 0,0142, c'est une zone à peu près neutre hein, pour le funding. On pourrait aller faire un tour dans le funding négatif. Vous voyez qu'il y a des choses à prendre à 66,7, mais pas tellement plus haut. Bon, on peut quand même se dire... on va revenir ici sur le prix. On peut quand même se dire que c'est bien que le prix attaque un peu la liquidité qui se trouve là et qui se trouve là.
C'est-à-dire pas sous la structure. Là, je parle de la petite structure ici en 15. S'il ne trouve pas satisfaction et rebond dans cette conso-là, vous comprenez que cette vallée est censée protéger cette jambe, d'accord? C'est toujours comme ça qu'on voit les choses. Donc du coup, c'est la prochaine vallée qui est censée protéger quelque chose, se trouve autour des 68. Je suis assez boule quand même sur la continuation. Est-ce que vraiment, donc scénario privilégié, hein, est-ce que vraiment on va venir à 68,3? Il y a de la liquidité, donc je vois pas de raison de ne pas le faire. Depuis hier, on va dire que le carnet d'ordre c'est quand même a quand même pas mal évolué, hein, puisqu'on avait beaucoup de monde ici, et là on en a un peu moins. Maintenant on n'est même pas sur les ordres encore, hein, pour le moment, donc on peut pas vraiment dire s'ils vont donner quelque chose. 152 bitcoin à 68,5, 116 bitcoin à 68,3. 68,5 c'est... on y va là, et puis 68,3, ça serait par ici. 300-400 bitcoin, bon c'est pas forcément suffisant pour faire repartir le prix. Allez, je me mouille. Je pense que le 15 minutes actuel va tenir. Je pense qu'on va faire une petite déviation dans cette zone-là. Je pense qu'on n'ira pas jusque-là. Et je pense que ce qui va tenir se trouve à peu près dans cette zone-là. D'accord, c'est-à-dire au prix actuel. Pas de certitude, parce que c'est vraiment... On est à l'attaque d'un niveau ici, vous voyez qu'on a dû effacer un 15 minutes, etc. Donc c'est pas nécessairement une certitude. Mais voilà, dans l'évolution, on va dire, je pense qu'il va y avoir quand même une nouvelle défense dans ces mèches. Et pour le coup, si je dois trouver quelque chose qui en 15 minutes peut protéger, il s'agit de cette vallée-là, qui doit protéger pour le coup cette jambe là, d'accord? Donc je pense pas qu'on va attaquer cette vallée là, je pense que toute la conso elle est là dedans plus qu'ailleurs. Maintenant c'est vraiment ici du scénario intraday qui se situe quasiment dans l'optique du pile ou face, hein. Je regarde juste là dedans. On a une certaine capitulation ici quand même. Là où on avait le plus de business, hein, finalement dans cette structure, il y a une petite capitulation sur le POC. Je regarde autre chose, un peu plus large. Depuis la montée, hein, là je regarde bien sûr les points de contrôle. Point de contrôle est en dessous quand même, 67,7. Ouais, je reste sur le même scénario, que ça peut tenir. Si ça doit vraiment dégager, bon voilà, c'est 68,3, 67,7 dans cette zone de 600 $ là. Voilà, l'idée étant qu'on tienne le 15 minutes actuel. C'est-à-dire que dans 6 minutes, on le tienne. Ce qu'on va faire, on va mettre en pause, tiens. Et puis on va voir si dans 6 minutes, on est remonté. Comme ça, je pourrais lamentablement me dire que je me suis trompé. Si dans 6 minutes, on est remonté au-delà des 68,8. D'accord? Alors, on a effectivement clôturé sous ce niveau. Donc, on peut l'effacer, hein. Vous voyez que j'avais pas nécessairement la bonne lecture. Donc, on s'en tient aux 1 heure pour le moment. Est-ce qu'il va être fermé ou pas? Je pense que non. Encore une fois, sur de l'intraday, la zone me paraît jolie quand même pour intervenir. Attention, la poche de liquidité, vous l'aurez compris, ici elle est là, hein, d'accord? Donc c'est quand je dis la zone, c'est que ça peut aller sous la structure. Et du coup, je dis pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. En l'occurrence, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Tiens, en ce moment, je suis en train de changer, faire la révision des 40 000 sur mon T-Max. J'ai toujours fait toutes les révisions de tous mes 2 roues. Je vais vous présenter quelqu'un. Viens. Et donc, nouvel arrivant dans la famille, cette magnifique petite boule de poil ici, qui est dans la famille maintenant juste depuis jeudi. Et là, il s'ennuyait un petit peu, donc du coup, je l'ai fait venir avec moi. En l'occurrence, j'ai toujours fait, moi, tout ce qu'il y avait à faire sur mes 2 roues.
parce que c'est comme ça que j'ai appris un peu la mécanique, toutes ces choses-là, etc. Et voilà, est-ce que vous-même vous êtes rompu à ce genre de choses? Je fais pas mal de choses sur mes bagnoles aussi parce que j'aime bien. C'est pas sur les motos, c'est vraiment pour le coup parce que je ferai pas confiance à quelqu'un pour serrer ma roue arrière, même si c'est un bon mécano, ou en tout cas j'ai jamais trouvé la personne dans laquelle j'aurais envie de faire confiance. Et en l'occurrence, ça m'éclate vraiment de le faire. Sur un T-Max, c'est un peu plus tendu parce que il y a des joints à changer, etc. C'est pas vraiment comme la mécanique d'une moto où vous démontez, vous remontez et puis finalement le carter d'huile ne suit pas. En l'occurrence, sur un T-Max, il y a quand même pas mal de choses à prévoir avant de faire ce genre de grosses révisions, etc. Mais ça en reste pas moins intéressant. Et je trouve que même sur les maxi scouts, il y a quand même une accessibilité des choses à faire. Si à partir du moment où vous avez 2-3 outils, ça reste possible de faire les choses vous-même. Et moi, ça me plaît beaucoup de le faire. Donc, est-ce que vous êtes sur mécanique voiture ou mécanique moto, est-ce que vous faites les choses vous-même aussi, ou alors est-ce que tout simplement vous emmenez tout ça être fait chez quelqu'un? Question à la con, hein, encore une fois, c'est toujours un peu une question à la con. Donc voilà, pour le coup, c'était vraiment une question à la con. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, peut-être avec un sujet également. Aujourd'hui, le sujet était vraiment plutôt de l'ordre philosophique, ça me plaisait de remettre en cause un petit peu cette idée de symbole démocratique qui en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que peut-être en fait il y a d'autres choses dessous et qu'il y a d'autres éléments géopolitiques et que l'amour de l'être humain dans une guerre ou dans une révolte ou ce genre de choses est rarement philanthropique et démocratique, mais parfois est plutôt une lutte d'influence géopolitique. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.